que je vais vous présenter tient dans cette diapo-là. Alors c'est un prédit, donc on va pouvoir descendre un petit peu dans les différents éléments. Et donc je vais essayer d'expliquer en quoi la transformation de la société par nos usages du numérique relève de changements de posture. Et ces changements de posture sont ceux que j'ai indiqués là et qu'on va parcourir ensemble. Il se trouve que comme l'action sur Brest était un peu innovante, j'ai eu la chance d'être invité en 2013 à participer au Conseil national du numérique. Et de 2013 à 2016, nous avons publié 13 rapports de l'e-inclusion jusqu'à la transformation de l'école, de l'université, de l'Europe et différents sujets que vous pouvez trouver en ligne parce que tout est publié. Et donc cette participation au Conseil national du numérique m'a permis en fait de prendre un peu de recul sur l'action locale et de redire la même chose mais avec je dirais une approche un petit peu plus globale cette fois. Et les propositions qu'il y a dans beaucoup de ces rapports sont en fait très proches des idées que j'ai essayé de mettre en œuvre sur Brest. Donc la transformation numérique, sans très rapidement une petite introduction, classiquement c'est une transformation de société, de la même façon que l'écriture et l'imprimerie. Avant l'écriture, on a un mot pour appeler la période de l'histoire qui s'appelle avant l'écriture, ça s'appelle la préhistoire. Et donc si on réfléchit un petit peu, je pense qu'on aura peut-être un mot pour parler de ce XXe siècle qui globalement a été le siècle d'avant le numérique. Internet ne s'était développé en France que dans la dernière décennie. Et de la même façon que l'arrivée de l'écriture a permis effectivement d'écrire des lois, de pouvoir effectivement comme ça faire avancer la science, que la période de l'écriture a introduit aussi le développement du monothéisme. Les changements introduits par l'écriture donc sont loin d'être des changements technologiques. Et de la même façon qu'avec l'imprimerie, aussi c'est toute la société qui s'est transformée. Quand on y réfléchit un petit peu, le curé en Bretagne, avant l'imprimerie, il avait peut-être lu la Bible au séminaire, mais en tous les cas, dans son évêché ou dans sa commune, personne n'avait lu la Bible. Et la Bible, c'est-à-dire le fait qu'elle soit imprimée et diffusée largement, a introduit la réforme et d'autres variantes de la religion chrétienne. Donc ça, c'est un changement. On voit bien aussi que l'imprimerie a introduit la possibilité d'éditer des journaux, la possibilité de faire des manuels scolaires, le développement de l'école et de l'université. Et aujourd'hui, avec le numérique, on est à l'aube de grandes transformations. On les voit bien dans nos façons de travailler, on les voit aussi avec l'irruption de nouveaux services, Uber, Airbnb, etc. Et je dirais la production de valeur ajoutée se déplace. Aujourd'hui, quand vous réservez un hôtel, si vous allez utiliser TripAdvisor ou un autre, toute une partie de la valeur va aller à la plateforme et non pas forcément à l'hôtelier. Et ça va être de plus en plus comme ça pour de nombreuses activités. On pense sur la médecine, la santé, l'éducation. Et donc, il faut penser l'arrivée du numérique comme une transformation globale de la société. Et ce qui est aussi, à mon avis, important, c'est que pour la première fois, avec le numérique, nous sommes confrontés à l'abondance. Si j'ai une musique ou un film sur mon ordinateur, si vous le copiez avec une clé USB ou si je vous l'envoie en fichier attaché, vous l'avez et je continue à l'avoir. Donc on peut diffuser des informations, des contenus sans s'en priver. Et donc ça change énormément de choses. Et donc on voit apparaître effectivement de nouvelles formes d'éducation qui sont là à cela et de nouvelles formes aussi de consommation. Pendant des années, avec la loi Dopi, les gouvernements successifs se sont évertués à interdire la copie, et on voit bien que le modèle dominant qui émerge, c'est Deezer et autres, c'est-à-dire un modèle de streaming où on paye pour avoir l'usage, on a un usage de toute la musique disponible, moyennant un abonnement mensuel. C'était pas la peine d'aller faire la guerre aux usagers et au piratage, il fallait comprendre effectivement que de nouveaux modèles économiques émergeraient. Donc c'est un peu dans ce contexte-là d'une transition numérique que je vais essayer d'apporter un petit peu quelques éléments qui sont issus de mon expérience
parce que c'est ça que j'ai fait, mais je pense que j'aurais été élu dans une autre ville ou avec une autre délégation, la méthodologie qui est là peut également s'appliquer. Et en particulier, donc, je l'ai aussi appliqué, j'étais responsable de formation à Télécom Bretagne, et donc j'ai développé aussi une approche qui s'inspire un petit peu de ces éléments-là, et vous les retrouverez également dans nombre de préconisations du CNUM 2013-2016. Le premier point que je vais développer, c'est faire avec. Alors faire avec, on peut se dire que tout le monde le fait. Et en réalité, ce n'est pas du tout la pratique classique d'une collectivité locale. Quand j'étais arrivé à la mairie de Brest, qu'on voulait faire un changement dans une bibliothèque, on m'a dit non, c'est toutes les bibliothèques qui changent en même temps ou pas. Alors que le modèle du faire avec, c'est un modèle qui va être plutôt un modèle bottom-up, dans lequel on va faire avec les gens qui sont prêts à. L'exemple, c'est l'exemple de ce qu'on appelle les PAPI. Les PAPI, c'était les points d'accès public à Internet. J'ai choisi un mot un peu rigolo pour pas, justement, pour le banaliser. En 97, lorsque Internet commençait à arriver, on a voulu mettre en place un accompagnement ou une alphabétisation pour les acteurs de la ville qui voulaient effectivement pouvoir accéder à Internet et n'avaient pas forcément été formés à ça. Et donc on a proposé aux équipements de quartier qui le souhaitaient de devenir point d'accès public à Internet. Alors ce qui est intéressant de voir, si on arrive à le voir, ici voilà dans la liste qui est en dessous, c'est que, si tu peux descendre, non, la liste, il faudrait trouver la liste des points d'accès par ordre alphabétique, là tu vois, Papy Brestois à droite, non, voilà. Et donc, il y a des centres sociaux qui ont accepté rapidement, d'autres pas. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il a fallu 10 ans pour que le dernier équipement de quartier devienne Papy. Mais en 10 ans, ce qui est du temps long quand même pour une action municipale, en 10 ans, il y avait 100% des maisons pour tous, centres sociaux, maisons des jeunes, etc., patronage laïque, qui étaient Papy. Donc cette logique de faire avec en disant, voilà, la ville va vous aider, vous accompagner pour que dans vos activités, cette question du numérique soit prise en compte, eh bien, tout le monde n'était pas partant au départ, mais au bout de 10 ans, tout le monde l'était. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une grande variété, alors c'est un peu loin pour les gens qui sont au fond, mais vous voyez dans des centres sociaux, dans des mairies de quartier, les douches municipales, l'association de prévention spécialisée Don Bosco, les restos du cœur, etc. Donc c'est une très grande variété de lieux qui sont des lieux municipaux, des lieux associatifs, qui ont décidé effectivement de favoriser l'accès à Internet dans leurs lieux. L'intérêt, c'est que, comme dans la plupart de ces lieux, il n'y avait pas de création d'emplois, simplement ça rentrait dans les activités ordinaires de la Maison pour tous, du centre social, ou de l'association comme les Restos du Cœur, et bien du coup, il n'y avait pas de financement de postes par la collectivité. Et donc, sur Brest, qui est une ville de 140 000 habitants, on a dépassé la centaine de points d'accès public à Internet. Donc si vous faites à l'échelle de la métropole du Grand Paris, je ne sais pas combien de millions d'habitants, 16. Donc il faut multiplier par 12. C'est comme s'il y avait 1200 points d'accès public à Internet. Enfin bon, 1200, 1300. Hein. C'est comme s'il y avait 1 millier de points d'accès public à Internet sur Paris. Je ne sais même pas s'il y en a une centaine. 300. Ah, voilà. 3 villes de Paris. Ah oui, 300. Bon, donc voilà. Donc cette logique-là est une logique de faire avec, hein, on n'est pas forcément les seuls à le faire, hein, est une logique qui est efficiente, parce qu'effectivement, elle implique les acteurs locaux. Et donc, chacun y vient à son temps, c'est du temps long, il faut accepter que les gens le fassent à leur rythme, mais ça permet comme ça d'avoir effectivement donc, quelque chose qui implique les acteurs locaux. Le deuxième point, c'est être en attention. Donc être en attention, c'est aussi quelque chose qui est pas forcément dans la culture des collectivités. Pour vous donner un exemple, lorsqu'à Brest, ils ont mis en place un agenda 21, la consigne était d'écrire les actions de la collectivité, mais pas d'ouvrir la parole, l'écriture, à toutes les actions des habitants. Or, les actions des habitants sont extrêmement nombreuses, qui relèvent de l'agenda 21 ou du développement durable. Et donc, être en attention, c'est se dire que sur un axe de politique publique, il y a plein d'autres acteurs de la cité qui participent à cette action et qui sont partenaires. Donc c'est transformer la vision de la collectivité comme prescripteur dans une position plus d'animateur.
Et comme exemple, hein, on a mis en place un appel à projet sur le numérique à Brest, qui existe depuis maintenant 15 ans, qui a cette particularité que tous les projets sont retenus. Donc maintenant que je ne suis plus élu, j'appelle ça un appel à envie. Si vous avez envie de faire, vous répondez, vous êtes retenu. Pas plus compliqué que ça. À partir du moment où vous respectez le cadre qui était quelque chose qui favorise l'inclusion, qui favorise l'expression, etc. Il y a un cadre d'une page ou deux hein, qui décrit les actions qu'on souhaite voir se développer. Et ça fonctionne. J'ai pas de problème de budget. Il y a à peu près 30, 40, 50 projets qui sont soutenus. Ça ne va pas au-delà de 50 projets. Parce que c'est du temps que les gens vont mettre pour s'impliquer dans le projet. Et comme ce n'est pas des projets qui sont des gros projets, hein, ce n'est pas comme les appels qui avaient été faits ici en Ile-de-France par Artésie, on est sur des petits budgets hein, de 3 000 € par projet, quelque chose comme ça. Ça permet effectivement en fait, à des dizaines de projets de démarrer. Et le temps et l'énergie que vont mettre les gens porteurs du projet est plus importante que le simple budget de la ville. Donc ça, cette logique d'appel à projet, enfin, d'être en attention, est quelque chose d'important parce que ça facilite l'implication des habitants. Et donc là, vous pouvez le voir, parce que donc on a un site qui s'appelle atirebrest.net qui rend compte de ça. Donc vous retrouvez tous les projets qui ont été publiés depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années. Et ce qui est important dans cette logique-là, c'est qu'à partir du moment où tous les projets sont retenus, il n'y a plus de concurrence. Et dans l'appel à projet des lycées et des collèges, qui fonctionne dans le mode classique de sélection, j'avais proposé aussi que les projets soient publiés. Et un proviseur a dit, mais si je publie mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil. Donc dans les logiques classiques de compétition, on cache ce qu'on fait pour avoir un tout petit cran d'avance et puis pour battre celui d'à côté parce que le nombre de projets est limité. Alors que dans une logique d'être en attention, on favorise l'initiative, eh bien on commence par faire une réunion de tous les projets et chacun se présente. On arrive à faire se présenter 40 projets en 1h30. Et puis après, il y a un petit pot convivial pour que les gens se rencontrent entre eux et que les projets de radio travaillent ensemble, les projets de télévision locale travaillent ensemble, etc. etc. Donc, un exemple de projet comme ça, donc, dans une classe relais, donc les dispositifs relais, c'est les classes où sont les gamins les plus en difficulté du point de vue social et scolaire. Ben, une prof a décidé de mettre les jeunes en échec scolaire en situation de professeurs pour des personnes très âgées de la résidence Louise Leroux juste à côté, 85 ans de moyenne d'âge. Et du coup, les jeunes étant en position d'apprendre aux autres, ont repris goût à l'apprentissage. Ils ont même inventé des brevets. Hein, ils décrivaient un brevet, de savoir envoyer un mail, savoir envoyer une photo ou autre chose. Et donc, les personnes très âgées passaient le brevet et des jeunes en grande difficulté scolaire remettaient le brevet en le signant de leur nom à la fin de la séquence. Donc derrière cette posture un petit peu de être en intention à, eh bien on favorise l'initiative des habitants, des initiatives qui n'auraient pas forcément trouvé leur place dans le cadre de l'éducation nationale ou dans un cadre classique. Donc on essaye de favoriser le développement d'innovation à travers être en intention. Le troisième élément qui va un peu avec, c'est le donner à voir. Dans la mesure où il n'y a pas de compétition, eh bien, donc on fait en sorte que toutes les choses qui sont réalisées par les uns et les autres soient publiées. Et donc on a mis en place assez vite sur Brest, dès que sont apparus ce qu'on appelle les CMS, les systèmes à gestion de contenu, dès qu'on a pu publier sans passer par du langage spécialisé comme HTML, eh bien on a mis en place des sites de contributifs où tout le monde a le droit d'écrire. Donc par exemple, là, le site que vous avez, atirebrest.net, est un site contributif où vous avez des écrits qui sont brestois, d'autres écrits qui viennent d'autres initiatives en France. Et de temps en temps, c'est quelqu'un du service démocratie locale et nouvelles technologies qui écrit. De temps en temps, c'est un site associatif. Et avec les systèmes d'agrégation, comme on appelle ça, eh bien on reçoit les publications qui viennent du Technopole, de la Maison du Libre, du Fab Lab, etc. Tous les acteurs qui participent au numérique à Brest ont des systèmes un peu analogues, et donc du coup on publie en gros tout ce qui se passe sur Brest. C'est plus facile que sur Paris parce qu'il y a trop de choses, mais on peut le publier là. Parce que ça nous fait à peu près un article par jour, à peu près l'ordre de grandeur. Et donc on arrive comme ça à avoir un contenu qui soit riche,
Et on n'a pas de webmaster, on n'a pas de maître du web. Tous les gens dans le service écrivent, et puis après on reçoit les articles tous les jours, et dans les articles qu'on reçoit tous les jours, s'ils rentrent dans la charte éditoriale, on les publie, s'ils ne rentrent pas, on ne les publie pas. Et donc ça prend à peu près 30 secondes de dire si un article on le prend ou si on ne le prend pas. Il suffit juste de regarder, souvent on connaît les gens, et donc c'est très rapide. Et donc cette logique du donner à voir, eh bien, on a essayé un petit peu de la généraliser, et donc si vous allez au bas de la page, vous verrez donc tout en bas, hop, un peu moins maintenant, voilà, donc ici, juste encore un peu avant, on devrait voir normalement l'ensemble des sites brestois, ils ne sont plus là-dedans. Donc il y a Égalité Femmes-Hommes, il y a Solinter sur la solidarité internationale, Écosol-Brest sur l'économie sociale et solidaire, etc. Il y a une dizaine de sites contributifs qui fonctionnent selon le même modèle. Et donc ce qui va aussi de pair, c'est que tous les contenus qui sont là sont mis sous une licence qui élargit les droits d'usage. C'est-à-dire tous les contenus, tout le monde a le droit de les reprendre en citant la source et l'auteur. Parce qu'il n'y a aucun... Si quelqu'un reprend un de mes contenus, bah, ça ne peut faire que de la publicité pour ce qui a été fait. Comme il y a... Le droit moral est inaliénable en France, on ne peut pas transformer ce que je dis et faire dire le contraire à ce que je dis. Donc la citation d'une partie ou de tout l'article ne fera que, quelque part, apporter de la réclame, de la publicité à l'action qui est faite. Donc ces sites contributifs-là, c'est aussi quelque chose qui marche très bien. J'ai développé la même chose, si tu veux le voir par exemple, tu tapes innovation pédagogique sur le Google, tu tomberas dessus directement. J'ai développé un blog sur l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur francophone, avec le même principe, tu cliques dessus, voilà, avec l'idée, toujours pareil, de donner à voir tout ce qui pouvait se faire en innovation pédagogique, en France, au Québec, en Belgique et ailleurs, et donc à peu près la même chose, j'ai à peu près aussi un article par jour. Et donc le fait de publier beaucoup fait que, on l'a testé tout à l'heure, je suis numéro 1 sur Google systématiquement, et donc ça aide aussi, et on a 1974 abonnés. Alors sur un site web pour lequel il n'y a personne, il n'y a pas un seul salarié. Je passe un peu de temps là-dessus, l'ingénieur pédagogique de l'IMT aussi, et la conseillère pédagogique également. Donc on est, je dirais, 1,5 à travailler un peu dessus quelques heures par semaine. Et avec ça, on a le site qui est numéro 1 en France. Donc c'est cette logique-là de donner à voir ce qui se fait, c'est une logique qui est contre-intuitive. Pour vous donner un exemple, chaque année, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fait un appel à projets. Il y a 15 projets retenus sur 150, ça veut dire qu'il y a 135 dans le tiroir. J'ai eu beau dire, envoyez-moi les textes numériques ou même textes, et on les mettra sur innovation pédagogique. Et ils ne veulent pas. Ils préfèrent que ça reste caché dans le tiroir, plutôt que ce soit un site qui, bon, c'est vrai que c'est marqué Institut Mines Télécom, mais bon, c'est pas très gros. Et j'avais dit que je pouvais mettre le logo du ministère, ça pose pas de problème. Et cette logique-là de partager. Tous les gens qui ont répondu à l'appel à projet sur les meilleurs projets innovants en France en pédagogie, c'est qu'ils y croient. Ce qu'ils racontent est intéressant. Pourquoi le laisser dans le tiroir? J'arrive pas à comprendre. Mais c'est partout pareil, vous faites un appel à projet de la VISE ou de la Caisse des dépôts ou d'autres choses, la plupart des appels à projets, les projets qui ne sont pas retenus, ils ne sont pas visibles. Et les projets retenus, pas toujours, ou juste une petite partie. Donc, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Si les gens ont mis du temps pour faire une innovation pédagogique dans leur université ou dans leur école d'ingénieur ou école de commerce, pourquoi ne pas le publier et mettre en réseau? Et donc derrière, c'est bien cette logique-là que l'information est abondante, essayons de faire. Et c'est comme un paradoxe qu'une personne isolée dans son établissement fasse un site qui est le site le plus visité sur l'innovation pédagogique. Et donc, simplement, il a fallu, par exemple, dans mon école, aller voir les gens qui faisaient des innovations et puis de les accompagner dans l'écriture. Résultat, sur les 150 enseignants, on a 100 articles. Alors, pas forcément 100 enseignants, certains en écrit 2, moi j'en écris souvent un peu plus, mais ça veut dire quand même que dans un établissement de 150 enseignants-chercheurs, on a 100 articles qui racontent ce qui se passe comme innovation dans l'enseignement supérieur. Ça veut dire que sur une université de 3000 enseignants, on aurait probablement aussi
un millier d'articles potentiels. Si tu multiplies par le nombre d'universités sur le Grand Paris, ça vous fait sûrement 50 000 articles. Où est-ce qu'ils sont? C'est-à-dire, les choses existent. Il n'y a aucune raison que n'importe quelle université parisienne ne soit pas plus innovante ou aussi innovante que l'IMT Atlantique. Donc, simplement, les choses restent cachées. Et dans le monde du numérique, ben, c'est à nous aussi, acteurs de la collectivité, d'animer le territoire et donc de rendre visible tout ce qui se fait sur le territoire. Alors derrière, nous, on s'est appuyé aussi, c'est-à-dire qu'on a aidé un peu un fournisseur d'accès à Internet, si bien que ouvrir un blog ou avoir des outils numériques, c'est quasi gratuit pour les Brestois. Simplement parce qu'on a une ferme à Wiki, une ferme à WordPress, une ferme à Spip, une ferme etc. Donc qui fait que vous avez besoin d'un outil, vous cliquez et puis vous l'avez quasi immédiatement. Mais ça c'est pareil, c'est des outils génériques. Il y a ici des gens qui sont un peu dans l'informatique, ils savent un peu de quoi je parle. C'est des choses qui, à partir du moment où vous avez vous hébergez un serveur de liste sympa ou autre, créer une liste, c'est juste un clic sur un bouton ou deux, et plus la validation, donc c'est rien du tout. Donc ça, c'est les trois premiers points un petit peu de la démarche que je voulais indiquer, c'est-à-dire faire avec, être en intention, donner à voir. Un autre élément qui est important, c'est outiller. Outiller, c'est savoir-faire avec les outils du numérique, et là-dessus, si moi je suis à l'aise avec les outils que j'ai cités, je suis moins à l'aise avec Snapchat ou avec d'autres, et des outils, il y en aura sans arrêt de nouveaux. Donc il faut pouvoir effectivement accompagner les gens dans les outils. Et là, vous faites un rapide calcul, à Brest, on a un atelier par semaine. C'est rien, hein. Un atelier par semaine, ça coûte quoi? Une demi-journée pour l'atelier, une demi-journée de préparation. Donc avec 20% équivalent temps plein, je fais un atelier par semaine. Avec un temps plein, j'en fais un par jour. Donc il y a aujourd'hui encore peu de collectivités qui ont une politique, je dirais, relativement massive d'ateliers. À la demande, si quelqu'un demande un atelier sur les cartes heuristiques, sur la vidéo, sur les radios, on le fait, à condition de trouver 4, 5, 6, 10 personnes pour le suivre. Donc ça, cet outillage, c'est un élément de base. Et le deuxième outillage qui est important, c'est former à la coopération. À l'école, j'ai appris à cacher ma copie, comme tout le monde, à travailler tout seul, et j'ai pas appris à coopérer. Et la coopération, qui est quand même quelque chose qui est porté par le numérique, hein, les projets comme Wikipédia, OpenStreetMap, etc. sont des projets collaboratifs, et ben ça s'apprend. Donc on a eu la chance à Brest de travailler avec les porteurs d'un projet qui s'appelle AnimaCop, et donc ces formations AnimaCop, ce sont des formations hybrides de 100 heures, c'est 6 heures par semaine pendant 15 semaines, où les gens viennent avec leur projet. Donc la condition d'entrée, c'est d'avoir un projet. Et après, il y a des ateliers de co-développement, toute série d'apports méthodologiques qui permettent de comprendre effectivement comment fonctionne un projet collaboratif. Et là, vous pourrez regarder, parce que donc dans mon travail sur les portraits de la coopération, là, cette semaine, sur Brest, si tu reviens dessus, j'ai fait le portrait de Louise Didier, qui a créé AnimaCop sur Paris, une formation qui existe maintenant depuis 1 an et demi. Et non, c'est plus bas, du coup, parce que... tu es dans quelle rubrique là? Non. Reviens sur le début de Brest. Voilà. Tu enlèves le numéro d'article ou tu vas sur la bannière en haut et tu tomberas dessus. Voilà. Voilà. Donc, où elle explique un peu sa démarche et comment fonctionnent ces formations. Et là, moi, je recommande à tous les gens avec qui j'ai travaillé, aussi bien à la mairie qu'à Télécom, ont suivi cette formation, parce que ça apprend des méthodologies sur la coopération. Et pour ceux qui sont déjà coopératifs, ça permet de mettre des mots sur les choses qu'ils font et de pouvoir effectivement ensuite entraîner d'autres personnes. Donc ça, c'est un point important aussi, hein, donc d'une démarche publique sur le numérique, de pouvoir effectivement ouvrir largement la formation, à la fois aux outils, mais aussi sur les questions de méthodologie. Aujourd'hui, sur Brest, on a à peu près formé 300 personnes. En gros, la DRH de Brest Métropole finance à peu près 5 postes par session de formation sur une quinzaine de personnes. Plus après, au niveau du numérique, de l'ESS, on prend en charge quelques formations. Et donc, chaque année, on a une dizaine de personnes qui sont formées. Et au fur et à mesure, ça commence à diffuser. Et du coup, il y a une culture de la coopération qui se développe dans la ville et qui est facilitatrice pour la mise en œuvre de projets.
Après donc cette question de l'outillage donc, et de la coopération, un autre élément qu'on a développé à Brest, c'est ce qui tourne autour des communs, ou à l'époque on parlait de biens communs. Et donc on a créé en 2009 Brest en biens communs, qui était donc un temps où on voulait mettre en avant l'existence un peu de cette troisième voie entre le service public et le marché, qui sont les communs. Les communs, c'est classiquement un groupe de personnes qui produit une ressource ou des ressources, et avec des règles pour gérer cette ressource et assurer sa pérennité. L'exemple le plus simple à comprendre de commun, c'est un jardin partagé. Un jardin partagé, c'est un groupe d'habitants, de personnes, qui va cultiver un morceau, un lopin de terre, et les règles selon lesquelles la production sera distribuée vont varier d'un jardin à l'autre. Ça peut être chaque personne qui cultive son bout de jardin, ça peut être une production collective, ou pire dans le cas des incroyables comestibles, n'importe qui bénéficie des produits de la récolte. Et donc sur une ville comme Brest, il y a à peu près 65 jardins partagés, 20 personnes par jardin. Vous voyez, ça fait 1000 personnes qui font des communs. Simplement, ils ne savent pas qu'ils font des communs. Et donc, on a essayé, nous, de développer un peu cette culture des communs, qui concerne aussi des profs qui vont accepter de partager leur contenu de cours. Donc il y a quelques années, ça paraissait un peu, utopique. Et quand on voit aujourd'hui le succès des MOOC, les cours ouverts à distance, plus de 50% des cours qui sont posés sur Open University sont réutilisables. Donc quelque part, ils relèvent des communs parce que vous pouvez prendre le contenu d'un cours et le réutiliser. Toute la formation Animacop est en ligne. Donc vous pouvez prendre cette formation et la jouer vous-même, ou si vous habitez à un endroit, créer cette formation par vous-même. Mais après, les gens qui participent à ce réseau de formateurs travaillent en réseau, et quand quelqu'un modifie un contenu, tout le monde en profite, puisque la production est partagée et il n'y a pas concurrence. Donc on a un système où tous les contenus sont à la fois libres et réutilisables, et qui a aujourd'hui créé déjà une dizaine d'emplois sur ce petit secteur de la formation à la coopération. Donc Brest en biens communs, au début c'est appelé comme ça parce que on parlait des biens communs avec Elinor Engström, et puis au niveau du réseau des gens qui pratiquent un peu les communs en France, on s'est rendu compte que ce qui était important, ce n'était pas les biens, c'était les communs, c'est-à-dire la gouvernance collective de ces communs. Et donc on est passé à la notion de ville en commun, qui a eu lieu en 2013, et le temps des communs en 2015. Et nous à Brest, donc on a fait Brest en commun depuis 2005, 2009, 11, 13, 15, 17. On a fait donc 5 éditions où on essaye un peu de promouvoir le développement des communs, avec donc la mise en valeur de toutes les initiatives qui participent au commun. Et donc il y a dedans tout ce qui relève de la Fab City, des Fab Labs par exemple, des cours ouverts, de la science ouverte. Il y a des Repair Café, de la fabrication libre. Il y a énormément de choses qui sont mises en avant. Et donc cette logique un petit peu, donc si on revient un petit peu globalement, cette logique-là de faire avec, être en intention, donner à voir, outiller, coopérer, mettre en commun, elle favorise les initiatives locales. Un autre exemple de ce que ça produit, c'est le réseau Doc à Brest. Donc on a le métier des documentalistes et des bibliothécaires est un des métiers qui bouge le plus, qui se transforme le plus. Pour vous donner simplement un exemple, les prêts ont diminué de 50% dans l'enseignement supérieur, dans mon école. Parce que les gens, les profs, les élèves vont consulter les choses sur Internet, ne fonctionnent plus par des livres et des prêts. Et donc les bibliothécaires, il y a encore 15 ans, devaient taper les catalogues à la main. Là maintenant, tout est automatisé. Vous avez beaucoup de bibliothèques qui utilisent aussi des serveurs automatisés pour le prêt, etc. et le retour de livres. Donc c'est des métiers qui se transforment énormément, et les bibliothèques deviennent autre chose, comme des tiers-lieux, des Fab Labs, etc. Et donc j'ai poussé la création à Brest d'un réseau coopératif professionnel qui s'appelle Doc à Brest, des documentalistes et bibliothécaires. Donc c'est un réseau informel, il n'y a pas de structure 1901, il n'y a aucun employé, il n'y a aucun budget. Simplement, les bibliothécaires se réunissent entre elles, parce que c'est très majoritairement féminin, et donc quand quelqu'un fait une innovation, elle la présente aux autres. Il y a ce travail en réseau qui se met en place, et donc on a aujourd'hui 270 documentalistes à Brest qui font partie de ce réseau.
Et là, on a la même chose à Rennes, avec Doc à Rennes, 270 aussi, documentalistes. Et la semaine prochaine, je lance Doc à Nantes, pour essayer aussi de créer cette dynamique. C'est plus facile dans l'Ouest, parce qu'on a un peu une habitude, de tradition de coopération, donc ça aide un petit peu. C'est pas forcément de la coopération ouverte, parce que la coopération du Crédit Agricole ou des coopératives agricoles, elle n'est pas forcément très progressiste, mais je dirais que c'est quand même une certaine culture qui fait que c'est plus facile chez nous que peut-être en région PACA ou ailleurs. Et donc on va essayer d'avoir ces 3 réseaux, et puis du coup ces réseaux s'enrichissent aussi. Alors il y a un doc à Paris, mais ils ont du mal parce que Paris c'est trop grand, quoi. Donc il y a un côté un petit peu local d'un réseau de doc à Brest où les gens prennent des coups ensemble, se rencontrent, etc., qui est plus compliqué à gérer sur une métropole. Mais c'est important justement, et je pense que ce type d'exemple-là, on peut le généraliser, c'est-à-dire qu'on peut favoriser l'émergence de réseaux coopératifs. Alors ça existe aussi sur l'habitat partagé, ça existe aussi un peu sur l'urbanisme. On peut favoriser la création de réseaux coopératifs qui ont le gros intérêt d'accompagner l'innovation. C'est-à-dire que quand il y a une transformation du métier, c'est pas forcément l'adjoint ou le chef de service qui va dire voilà comment il faut aller. C'est en fait comme les gens échangent entre eux sur des innovations, cette culture de l'innovation diffuse, et c'est d'eux-mêmes qu'un certain nombre d'acteurs des bibliothèques ont envie de participer à ce changement. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, j'anime un groupe Facebook sur les bibliothèques créatives, l'innovation sociale dans les bibliothèques, et on est 1980, on va être bientôt 2000 personnes inscrites. Et donc là, c'est pareil, à partir du moment où, c'est Jean-Michel Cornu qui le dit, à partir du moment où on dépasse les milliers, le groupe devient autonome. C'est-à-dire, je continue à écrire, mais j'écris plus la moitié des publications. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui contribuent. Donc cette mise en réseau des acteurs, que moi je connais sur les bibliothèques et sur quelques domaines comme ça, eh ben ça fonctionne. Sur le volet local, j'ai créé Prof à Brest, donc réseau aussi des acteurs de l'éducation, qu'ils soient profs de la maternelle ou du supérieur, ou qu'ils soient même acteurs associatifs, et ça commence à marcher. Mais dans l'éducation, c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas cette tradition de coopération. Dans l'éducation, c'est quand même un fonctionnement très hiérarchique et très... Je dirais, les directives viennent d'en haut, les changements de programme viennent d'en haut, les façons de faire viennent d'en haut, et donc les gens ne sont pas habitués à faire de l'innovation. Donc voilà un petit peu la logique sur laquelle je voulais un petit peu témoigner, hein, donc je dirais de changement de posture que moi j'ai qualifié avec ces éléments-là, et qui se retrouve aussi dans des choses que fait la 27e région, par exemple sur l'innovation publique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé aussi aux journées de l'innovation publique organisées par le CNFPT au mois de juillet. Donc il y a un an, ils avaient organisé des journées nationales sur l'innovation publique, et il y avait 300 ou 400 personnes. Cette année, ils ont organisé 5 universités, et ça fait 1200 personnes, et l'année prochaine, ils en organisent 15. C'est important parce que le CNFPT, qui quand même était connu pour sa préparation au concours par des choses un peu rigide, hein, donc très balisé, et bien maintenant, avec en particulier Denis Christol, qui est le directeur de l'innovation pédagogique, est en train justement de développer de nouvelles pratiques. Donc à Rennes, là, pendant 3 jours, enfin 2 jours plutôt, une après-midi, une journée, une matinée, pendant 2 jours, 14 équipes de collectivités ont présenté des défis, et ces défis ont été traités collectivement par les 150-200 participants à Rennes, et on a réalisé une maquette avec des idées prototypées pour répondre aux défis qui nous étaient proposés, donc 14 défis qui nous étaient proposés. Et donc cette logique un peu du redesign du service public procède un petit peu de cette même logique-là, et tout ce qui a été fait est mis en ligne. Moi j'ai republié progressivement ce qui a été fait sur la Bretagne et le Grand Ouest, mais tout est accessible en ligne, et donc on voit que cette logique d'une innovation ascendante partant des gens qui se posent un problème, qui essaient de le résoudre, commence à se développer, et le design de service public qui concerne tout le monde. À Brest, il y a eu un redesign au niveau d'un cimetière, l'accueil du service public, mais ça, c'est pas réservé aux trucs high-tech. Je pense que n'importe quel service public peut aujourd'hui se mettre dans des logiques de redesign. Alors ça pose des questions, par exemple, la bibliothèque, parce qu'elle était sous ma responsabilité à Télécom Bretagne, il y avait une bibliothécaire qui était, je dirais, service public classique. C'est-à-dire, en gros, si on veut augmenter le service public, il n'y a qu'à embaucher, quoi, ou prendre des gens, il faut faire les œuvres.
Et puis on a dit, mais non, sans le budget, il ne va pas augmenter, moi je ne peux pas. Donc il faut trouver d'autres façons. Donc on a fait ce qu'on appelle un biblioremix, hein, c'est comme les muséomix, c'est-à-dire on a remixé la bibliothèque dont elle s'occupait, avec son accord bien sûr, et les gens apportaient des idées. Par exemple, une des idées, c'était que entre midi et 2, on allait ouvrir la bibliothèque avec des bénévoles. Donc les gens qui le souhaitent, du personnel de l'école, qu'ils soient enseignants ou secrétaires, viennent dans la bibliothèque, il y a un poste de travail, donc ils peuvent faire leur mail comme d'habitude, et si quelqu'un se présente, ils organisent le prêt, parce qu'il n'y a pas besoin de technicité pour prêter un livre ou le rendre. Et donc ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'on peut aussi, dans ces logiques d'innovation, imaginer des services publics hybrides qui vont fonctionner justement pas forcément avec de l'argent public, mais aussi avec l'implication des habitants. L'exemple le plus classique à ce niveau-là, c'est une petite commune, hein, Egelsheim, en Alsace, où le maire a développé toute une série d'activités comme ça. Par exemple, il a embauché un cuisinier, mais ce sont des bénévoles qui épluchent les légumes, préparent les pots, etc. Donc il y a création d'un emploi. En fait, avec Egelsheim, il a créé 150 emplois pour 3000 habitants. C'est quand même pas mal. Mais qui sont tous des emplois hybrides de ce type-là. Où l'économie ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si on avait voulu payer tous les gens qui travaillaient, c'est pas possible. Par contre, il y a plein de gens qui ont un peu de temps libre, qui ont envie d'avoir une vie sociale, qui ont envie de participer à des choses, et en faisant un mix des deux, on crée une économie hybride qui permet d'améliorer les services aux habitants, de créer de l'emploi et de créer du lien social. Voilà un petit peu le témoignage que je voulais apporter. Je n'ai pas regardé le timing. Voilà, donc en général à peu près 40 minutes. Il faut laisser un petit peu de temps à vos réactions, commentaires, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bon, l'intérêt c'est que tout ça c'est en ligne, hein, donc sur atirebrest.net. Et là je démarre un site sur la coopération qui s'appelle coopération.infini.fr, parce que Infini c'est le nom de l'hébergeur associatif où je publie les choses. Et ce que j'explique là, donc il y a un article que vous avez peut-être vu passer, qui est mis sur le côté de Atirebrest, qui retrace un peu ce que j'ai écrit, et il y a plusieurs publications, y compris dans des revues, qui racontent un petit peu ces choses-là, qui, à mon avis, cette dimension contributive, c'est vraiment une façon de répondre aux questions de transition, et d'essayer effectivement de gouverner un peu autrement la ville, en donnant plus de place aux acteurs qui s'impliquent. Un point que je n'ai pas abordé, mais je disais l'autre jour dans l'interview, par expérience, hein, ça fait quand même 19 ans que je fais ça et je continue, la coopération c'est du bonheur et du plaisir. On a beaucoup moins de conflits dans une approche coopérative. Les gens voient bien que vous faites ce qu'il faut pour essayer de favoriser leur initiative, et on est beaucoup moins dans des situations conflictuelles. Donc ça c'est aussi, à titre personnel, quelque chose d'intéressant. Et peut-être que je le verrai, hein, dans mes interviews sur la coopération. J'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui était passé du côté clair de la force, enfin, du côté de la coopération ouverte, et qui revienne en arrière. Donc peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, quand on y a goûté, on continue. Donc je ne peux que vous inviter à vous y mettre aussi.
les outils font que si tu fais quelque chose, tout le monde peut le voir. C'est-à-dire, là, j'ai publié l'interview tout à l'heure, j'ai publié lundi, non, mardi. J'ai parti mardi après-midi l'interview de Louis Didier. 2 jours après, je suis à 500 visites. C'est-à-dire que quelqu'un que je connais un peu, mais qui est à Paris, elle écrit quelque chose, il y a 500 personnes de la France qui ont lu ce qu'elle faisait. Et sachant qu'un tirage moyen en librairie, c'est 3000. Donc le précédent interview que j'ai fait, Laurent Marceau, au mois d'avril, il y a 3000 visites. Donc ça veut dire qu'on arrive, on fait des choses à intéresser énormément de monde. Donc, allons-y. Et puis, juste pour les précisions, quand vous disiez qu'il y avait des formations qui étaient organisées, comment ça se passe? Vous disiez sur demande. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens ou alors c'est des agents qui demandent à un service de se connecter, envoyer un message. Comment ça se passe exactement? Alors, sur formation numérique, quand des acteurs de la cité, ce n'est pas des formations à titre individuel, disent ben voilà, pour mon journal de quartier, pour mon projet de web TV, pour mon projet associatif, j'ai besoin de savoir monter un site web, monter une radio, etc. On monte la formation qui va bien. Donc on propose, je dirais, un catalogue standard de formation. Mais en fait, s'il y a une demande particulière, on y répond. Parce qu'on part du principe que le coût de la formation est très peu par rapport à ce que ça va apporter aux gens d'être capable de faire. Par exemple, au début, on avait une association qui s'appelait la Ligue de l'enseignement, qui faisait les journaux de quartier. Quand je suis arrivé, je dis non, c'est pas comme ça. Vous allez apprendre aux gens à faire le journal, aux équipes des journaux de quartier à le faire, et vous allez devenir animateur. Mais c'est pas facile. Je sais par exemple, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, ils ont un webmestre qui publie les articles. J'ai essayé de lui dire, mais arrête de publier, demande aux gens d'apporter des contenus, de les mettre en ligne, et toi, et le rôle d'animateur. Donc c'est ce qu'on fait sur le projet Wikibrest. On a donc un wiki collaboratif sur le patrimoine et le vivre ensemble au Pays de Brest. On a une personne à mi-temps qui aide les gens à écrire, mais elle n'écrit pas elle-même, ou rarement. Donc passer du rôle où je suis webmaster, c'est moi qui écris, au rôle où j'anime la publication, c'est un gap culturel que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Pourtant, c'est la même façon que quand je suis arrivé, les bibliothécaires tapaient chacun donc leurs fiches, dans 10 bibliothèques, 10 fois les fiches. Quand on leur a dit vous allez arrêter de taper parce que maintenant on va automatiser ça, plein de gens n'étaient pas contents parce qu'elles préféraient être dans la boutique à taper les trucs que d'être avec le public. Donc c'est bien une transformation du métier, transformation du service public. Et moi je pense que le rôle d'un webmaster, c'est pas d'écrire pour les autres, c'est d'apprendre aux autres à écrire. Il y aura beaucoup plus d'écriture qui sera beaucoup plus diverse, beaucoup plus variée que si c'est lui qui réécrit tout seul. Donc c'est vraiment un changement de posture que ces pratiques de coopération. Et surtout c'est de l'efficience. C'est-à-dire que, prenez l'exemple, moi je m'occupais aussi de Mégalis, qui était le syndicat mixte en Bretagne, sur tout ce qui était service numérique et haut débit. Et à un moment donné, donc, on faisait des photos aériennes pour alimenter des cartes. On a proposé à l'IGN de le faire avec nous, avec comme condition que les cartes soient réutilisables. L'IGN a refusé, donc on a fait les cartes tout seul. Mais 5 ans plus tard, l'IGN est venu frapper à la porte et a accepté de payer 50%. L'IGN nous disait, mais voilà, les cartes, on les revend, ça fait 10% de notre chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est que 10%? En fait, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait faire Waze. Waze a été racheté pour $1 milliard. L'IGN aurait inventé Waze, il n'aurait plus de problème d'argent. Donc ça veut dire, quels sont les nouveaux modèles qui émergent? Alors il y a un site que je voudrais vous recommander, vous connaissez peut-être, un site de l'ADEME, Transport du Futur. Et il y a une série d'articles sur comment j'organise ma veille, comment je transforme ma veille et mon métier pour comprendre les transformations numériques qui sont parues dans Transport du Futur, qui expliquent bien cette transformation qui se met en place et comment on peut travailler aussi, nous aussi, dans notre veille. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez décrit les dimensions de la coopération. Bien souvent dans les collectivités, on est, à mon avis, ça veut dire que c'est de la question de la participation.
pensez de l'intérêt des nouveaux outils numériques qui se développent pour favoriser au moins la participation, peut-être un jour la coopération? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je travaille à la métropole de Paris. On est très très loin des citoyens. Et on a du mal à aller vers les citoyens. Par exemple, hier, il y avait une réunion publique à la ville de Saint-Denis. Il y avait peu de gens. On était accompagnés par la ville de Saint-Denis. Peut-être que le projet de participation c'est quand même lié aux Jeux Olympiques, donc ça a quand même pas mal d'implications. Il y avait une cinquantaine de personnes qui, pour une ville de 110 000 habitants, qui ont une grosse tradition de participation dans une ville très très peu. Alors les gens, bien souvent, dans la métropole parisienne, n'ont pas forcément choisi pour le droit au djihadisme, donc la question de leur participation est compliquée. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux outils? Est-ce que vous pensez que peut-être du miroir vous admettre que ça peut être pour les élus de dire bon, on n'arrive pas à capter les gens physiquement, donc précisément nous, métropole, on a du mal à aller vers les gens, donc on va ouvrir des plateformes. On va ouvrir des plateformes et on va ramasser plein d'idées, Je pense que ce sont deux champs très différents. Alors je vais juste faire la citation de Pascal Aubert, mais en termes de provocation. La participation, ça ne marche pas, c'est tant mieux. C'est-à-dire que quelque part, l'injonction à participer, si vous connaissez des conseils citoyens ou des conseils de quartier où il y a des familles, des femmes monoparentales qui viennent, des personnes immigrées qui viennent, etc., c'est très typé, hein, les conseils de quartier, c'est quand même plutôt des gens comme vous et moi, pas moi en tous les cas, plus âgés, etc., et qui ont du temps. Donc la participation, ça concerne qu'une frange d'habitants. Donc moi je pense que de faire des conseils de quartier, de faire des consultations, c'est utile et nécessaire. Mais il ne faut se faire aucune illusion, c'est-à-dire qu'on touchera qu'une toute petite partie de la population. La démarche contributive, elle est un peu différente. Elle vise à ce que les gens soient acteurs, mais pas acteurs dans une... Je dirais, j'étais responsable des conseils de quartier à Brest, j'avais la délégation de la démocratie locale, et je dirais quand même, une bonne partie des projets qui sont présentés viennent de la collectivité. Même si on avait imposé une logique dans laquelle on qualifiait chaque projet d'information, consultation, concertation, co-construction, on est quand même dans une logique où c'est la collectivité qui demande l'avis aux gens sur ce qu'elle fait. Ce que moi j'essaie de développer, et qui est complémentaire, hein, pas contradictoire, c'est une autre démarche dans laquelle on encourage les gens à faire. Donc que ce soit à faire un Repair Café, un réseau d'échange de savoir, une AMAP, un Fab Lab, etc. On encourage les acteurs associatifs ou habitants à s'impliquer dans des activités et faire vivre la cité. Donc ce sont deux choses, il ne faut pas dire la participation c'est une première étape et la contribution une deuxième. Ça ne s'adresse pas aux mêmes. Dans le contributif, on va s'adresser aux gens qui ont des envies de faire et ils sont nombreux. Je prends encore l'exemple des jardins partagés, c'est 1200 personnes qui participent aux jardins partagés. Dans une concertation à Brest, on a, comme vous disiez, on a quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes qui participent, alors que sur de l'action au quotidien, on a beaucoup plus de monde. Donc l'idée, c'est d'aller dans ces projets un peu contributifs, dans la même logique, hein. Il y a la ville de Barcelone qui a été élue sur le propos Barcelone en commun, qui est aussi un petit peu dans cette logique de favoriser le pouvoir d'agir. Et je pense que ce sont deux domaines complémentaires, c'est-à-dire comment on fait en sorte que vos bibliothèques prennent des initiatives, comment elles travaillent de manière coopérative, comment elles ouvrent plus largement le service public sans forcément embaucher de nouvelles personnes, comment on peut imaginer de nouveaux services. Vous pourrez regarder aussi une association qui s'appelle Colporter, qui est actuellement en résidence sur la communauté de communes de Redon et qui réfléchit à des services hybrides, c'est-à-dire comment dans une bibliothèque on peut peut-être faire du recyclage, etc. Donc comment les services publics peuvent participer à des activités qui relèvent du champ de l'innovation sociale ou de l'économie collaborative. Donc aujourd'hui, on a fait avec Colporter, a réalisé dans un programme soutenu par l'ADEME, un répertoire des initiatives d'économie collaborative sur la Bretagne. Il y en a 3000. Donc il y en a énormément. Et là, on voit émerger plusieurs projets autour des colibris ou ailleurs, de cartes. C'est pareil, c'est par milliers ou dizaines de milliers qu'existent ces initiatives, qui ne sont pas forcément documentées, elles sont juste repérées sur la carte. Mais il y a énormément de choses qui se font, et comment on peut
travailler, réfléchir, expérimenter cette hybridation entre les services publics et tous ces gens qui s'impliquent. Et je pense que là, c'est vraiment une clé de la transformation, parce que, encore une fois, les contraintes font qu'on ne va pas pouvoir multiplier les embauches, créer de nouveaux services, et pourtant il y a énormément de chantiers à faire, de la même façon qu'on peut imaginer que pour de l'habitat, avec des systèmes contributifs, participatifs, eh bien, les gens dans l'habitat participent à la rénovation, travaillent avec des compagnons bâtisseurs. On peut trouver des solutions hybrides qui permettent de répondre aux enjeux qui nous sont posés aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais je fais un peu un pas de côté en disant voilà, il y a les deux, quoi. Et je pense que le contributif, il faut l'expérimenter et ça peut rapporter. Et surtout, on n'est pas mis en danger. Je ne connais pas d'exemple de collectivité qui soit mis en danger par des démarches contributives. Et d'un point de vue sociologique, il y a, on va dire, un terreau plus propice, fonction justement des types de populations qu'on peut avoir sur la cité, pour que, on va dire, ça fonctionne ou qu'on crée une dynamique. Moi, je vais prendre l'exemple de la ville où je travaille à Rituel, Saint-Mandé. On a 30% de la population qui change sur 5 ans. Donc on comprend bien que des gens qui sont là pour 2-3 ans s'ancrent moins facilement sur le développement de la ville, on va dire, en tout cas ce qu'elle peut proposer, même si on a une population, on va dire, un peu plus résidentielle à côté, mais qui a une tendance à être plus vieillissante. C'est pour ça que je parle de sociologie. Je sais que dans l'appel à projet de la ville de Brest, on a plus de la moitié des projets qui concernent la politique de la ville. Donc ça veut dire que d'ouvrir largement, à partir du moment où un cap est donné, on a une attention particulière aussi, c'est pas des projets, je dirais, pour les gens qui ont du temps et des moyens. On a vraiment beaucoup de projets qui sont issus des quartiers populaires, qui sont liés aussi à ce qu'on a essayé de faire attention à ça. On a développé un projet tout simple à Brest, mais ça existe aussi à Paris, Internet pour tous à 1 €, je crois qu'à Paris c'est gratuit. Donc on a des abonnements pour à peu près 20 000 personnes dans les quartiers populaires, et les gens payent 1 € par mois pour l'accès Internet via les réseaux câblés. Donc on a cette attention aux quartiers populaires qui aide un petit peu à faire cela. Après, derrière, encore une fois, sur le contributif, sur 150 000 habitants, si vous arrivez à embarquer, je dirais, quelques milliers, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que je prends bien en compte qu'il y a 30% qui changent tous les 5 ans, mais il y a quand même des gens qui restent un peu plus longtemps. Il ne s'agit pas de faire en sorte que ce soit majoritaire, mais de gagner effectivement tout un flux d'énergie de gens qui veulent effectivement, et peut-être que s'il y a une vie locale plus riche, plus de gens resteront. On fait pas de nom à Brest. Là, du coup, là, vous avez quitté vos fonctions à la ville de Brest, du coup, ça a été repris. Vous avez une dynamique à les garder, il y a toujours cet esprit insufflé. Alors j'ai fait en sorte qu'il y a un collègue qui continue dans ma délégation avec un peu les mêmes idées. Bon, il a peut-être un petit peu pas tout à fait l'énergie pour écrire que je pouvais avoir, mais bon, il est en train de... C'est lui qui a fait en sorte que Brest soit dans les Fab City, comme Paris aussi. Et donc tous les projets continuent. Bon, après, de projets nouveaux, il n'y en a pas forcément énormément, mais les projets continuent. Chaque année, on organise un forum des usages coopératifs où on rassemble 400 personnes de la coopération, et donc il en a co-organisé 2 aussi. Donc il y a une continuité. Mais c'est fragile parce que, faut pas se faire d'illusions, hein, mon maire, il n'est pas comme ça, quoi, il n'est pas collaboratif. Donc Brest n'a jamais été une ville exemplaire, au sens que ce que je raconte, on a pu le faire dans quelques délégations, mais c'est pas le point de vue. C'est pas le point de vue majoritaire. Brest est une ville historiquement militaire, avec l'arsenal, la marine. C'est pas forcément la culture. Donc ça gagne un peu de terrain. Les budgets participatifs qui étaient interdits à Brest quand j'étais élu viennent d'être autorisés cette année. Donc il y a des points en avance. Mais globalement, ce que je vois quand même, c'est que par exemple l'association Colporteur qui travaille sur l'accompagnement des collectivités, eux, ils n'arrêtent pas d'intervenir pour l'agence d'urbanisme ici,
les économies d'énergie pour là, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine pour Redon. Il y a de plus en plus de collectivités qui se posent la question, et comment ça marche cette économie collaborative? Je ne parle pas de Airbnb et de Uber, mais de toutes les initiatives micro-locales, comment ça fonctionne et comment on peut participer à la revitalisation de nos territoires. Et moi je pense que de la même façon qu'il y a les territoires zéro chômeur longue durée qui sont en expérimentation et qui a l'air positive au niveau des résultats, il faut expérimenter de nouvelles formes d'action publique. Et cela, ça en fait partie. Justement, vous suivez la recherche de thème commune avec Bernard Silla? Non, je connais Bernard parce qu'on était ensemble au CNU, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. Je regarde un peu. Alors, Pleine Commune, c'est un peu particulier parce que d'après ce que j'en sais, c'est quand même beaucoup de grandes entreprises qui sont installées là-bas. Et donc, ils construisent quelque chose avec des grands partenaires. Moi, j'avais pas ça sur Brest. Moi, j'ai fait vraiment du bottom-up. Donc, son approche, à partir du moment où il a les moyens de le faire, et qui est plus descendante avec des acteurs un peu qui ont des moyens. Et j'espère que ça sera aussi un exemple intéressant. Bon, j'attends de voir un peu ce qui se produit réellement. Moi, j'étais plus dans une logique d'implication des acteurs associatifs que dans cette logique-là, mais les deux ne sont pas contradictoires. Une dernière question? Merci beaucoup. Moi, je voulais juste savoir, parce qu'il y a des projets où vous étiez sûr que ça allait prendre et qui n'ont pas pris. C'est pas pour être, parce que vous étiez super positif et tout, c'est pas pour terminer sur une note horrible, mais c'est juste, voilà, Après, ou à l'inverse, des choses où vous disiez, mais ça, c'est pas possible que ça marche et ça. ouais. Par exemple, j'ai essayé de faire un journal avec les habitants, place publique. Autre chose que les journaux de quartier, je voulais un journal global sur la ville. Donc j'ai fait intervenir d'ailleurs quelqu'un de votre région, Anne Decoy, qui est venu animer toute une série de conférences de rédaction sur place publique. Et ça n'a pas pris du tout. C'est-à-dire que amener des habitants à s'exprimer sur leur ville, à créer un magazine, etc., ça ne fonctionne pas. Il y a des projets de petites TV locales, citoyennes, etc., ça fonctionne, mais que la municipalité soit à l'origine d'un média local citoyen, ça a planté. Donc là, on pensait que ça aurait marché parce qu'il y avait une grosse dynamique de journaux de quartier sur Brest, mais les gens étaient attachés au journal de leur quartier qu'ils faisaient eux-mêmes et pas à une expression plus large. Donc celui-là, ça a raté. Après, il y a des projets qui ne durent pas. Donc on a fait à un moment donné un projet CD Bureau Libre. Quand le logiciel libre a commencé à émerger dans le début des années 2000, on a fait un CD auto-installable dans lequel il y avait tous les outils courants de logiciel libre. Et bien, on a diffusé à 300 000 exemplaires. Alors pas qu'à Brest, il a été repris par Versailles, Saint-Quentin en Yvelines et par d'autres établissements. Il a été distribué à tous les étudiants en première année des 4 universités en Bretagne. Mais un petit projet local avec 20 personnes sur Brest qui ne savaient pas faire, hein, chacun avait ses petites compétences. En 3 mois, on a produit le CD, 0 bug, enfin on n'a jamais eu de retour, de problème. Et donc on a distribué 300 000 fois des suites bureautiques, etc. Mais par contre, au bout de 4-5 ans, on a arrêté. Pourquoi? Parce que maintenant on fait ça avec des clés, hein, ou par internet, mais donc à l'époque il fallait des CD. Alors autrement, le super projet qui ne marche jamais, c'est des sites participatifs. Hein. Je connais aucune ville qui s'y est mise. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir un site dans lequel les associations, les acteurs de la cité ont le droit d'écrire, pour un DGS ou pour un maire, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je le fais, quoi. Donc, sur Attirer-Brest, je suis à 13 000 articles publiés, quoi. 13 000, 1000 par an. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai beau le dire partout qu'il n'y a pas de problème, personne ne le fait, quoi. De la même façon que le site de la ville de Brest est en Creative Commons, c'est-à-dire que tous les contenus peuvent être réutilisés. Quand je dis ça au maire de Nantes ou de Rennes, pourquoi le site de la ville de Nantes ou de Rennes est interdit de réutilisation? J'ai jamais entendu un seul argument. À quoi ça sert d'interdire la réutilisation? Il y a le droit moral en France. Si tu reprends un bout, tu es obligé de citer l'auteur. Où est le problème? Non, les agences qui font les sites disent interdit de réutilisation en cas de risque de poursuite judiciaire, etc. Allez voir le site de votre commune, je suis sûr qu'il est comme ça. Et par contre, alors le maire de Brest c'est pareil, il n'était pas pour, hein, la com non plus, mais j'ai dit bon on en débattra en conseil municipal, mais comme il n'y a pas d'argument en face, c'est compliqué de débattre quand il y a quelqu'un qui est motivé pour.
Ah bah, si vous avez une réponse un jour, vous me l'envoyez, tiens, c'est cool. Je suis curieux de la réponse. Merci beaucoup. Merci.